Donc bonjour à tous, bienvenue à la DRF, je terminerai par là également je crois. Donc je vais commencer, la présentation va se passer en deux temps. Premièrement je vais vous faire une brève présentation de l'IPHT en tant qu'institut de la DRF. Avec un peu de chance, ça prendra pas trop de temps, c'est juste une brève présentation. Et puis, on m'avait demandé initialement de donner un exposé, principalement un exposé que j'avais donné une première fois ici en interne pour un exposé de vulgarisation en quelque sorte sur la physique des collisionneurs. Je reviendrai là-dessus après, mais je vais d'abord faire la présentation de l'IPHT. Je ne sais pas quelle partie de la DRF vous avez déjà vue, je n'ai pas vraiment suivi les détails du programme. Donc essentiellement, l'IPHT, c'est un institut de physique théorique qui existe depuis, on vient de fêter notre 60e anniversaire, donc l'institut de physique théorique a été officiellement créé en 63, mais même avant ça, il y avait déjà des activités de physique théorique au CEA avant, déjà au début des années 50, même peut-être un peu avant. Une équipe de physique théorique a été reconnue fin des années 50 et le CEA a décidé de créer un institut de physique théorique à proprement parler en 63, donc on vient de fêter nos 60 ans, qui s'appelait le SPHT pour Service de physique des particules à l'époque. On est devenu institut de physique théorique il y a une quinzaine d'années. À l'époque, ça faisait partie non pas de la DRF mais de la DSM. Et quand la DSM est devenue, a fusionné en quelque sorte avec le département des sciences du vivant, la direction des sciences du vivant, pardon, on est devenu institut de la DRF. Donc on est un des 11 instituts ou départements. En fait, l'institut de physique théorique est un département de la DRF. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Et en plus d'être institut de la DRF, on est également un unité mixte de recherche CNRS. Donc on est associé au CNRS depuis plus de 20 ans maintenant, initialement en communauté de recherche associée et depuis une dizaine d'années comme unité mixte de recherche. Pour les détails, je vous envoie sur notre site web. Alors, les activités on est un petit institut de la DRF, comparativement à d'autres que vous avez peut-être vus et dans lesquels vous allez contribuer. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont en fait voués à venir à l'IPHT. Non, pas de chance. Donc, on est un institut qui comprend environ 124 personnes, plus ou moins un. Qui se décompose essentiellement en 80 personnes du CEA, 19 personnes du CNRS et ensuite des étudiants en thèse, principalement affiliés à Paris-Saclay et autres, et une association pour la science. L'association pour la science, c'est essentiellement les anciens retraités de l'IPHT qui gardent un bureau ici et qui peuvent continuer à assurer une activité scientifique et collaborer avec les gens du labo. Donc là-dedans, les permanents représentent environ 40% des gens, pour un quart d'étudiants en thèse et un sixième de postdoc, le reste constituant un groupe support, les émérites, etc. etc. Donc c'est un petit institut, 120 personnes comparativement à d'autres instituts de la DRF, c'est le message principal de ce Transparency. L'institut est situé, alors j'ai juste remis l'organigramme ici, essentiellement pour me situer moi, je suis adjoint scientifique de l'IPHT depuis très peu, depuis 1 mois et demi maintenant, 2 mois maintenant déjà d'ailleurs. C'est Catherine Pépin qui est la chef d'institut. Certains de ces transparents sont pris en fait soit de Catherine, soit de Anne qui est adjointe scientifique. Et on a la structure d'un institut, je crois, assez traditionnel, avec un groupe support comparatif comprenant une cellule de communication, des gens d'informatique, des gens qui s'occupent plus des ressources humaines et de l'administration, et tout type d'opérations. Nous sommes divisés en 3 groupes, mais ça je reviendrai là-dessus dans un transparent suivant. La partie sur laquelle je veux insister, c'est le fait que le but de l'IPHT, c'est de faire de la physique théorique. Donc c'est avant tout de faire de la recherche fondamentale. Je reviendrai là-dessus après également, de niveau international. Donc on a quand même un institut qui a une bonne reconnaissance internationale. Donc on veut faire progresser la science fondamentale, les connaissances en physique théorique. Il n'y a pas vraiment d'expérimentateurs ici, il y a des gens qui collaborent avec les expériences, dont moi en particulier, mais on reste des théoriciens, donc on développe des concepts, on développe des méthodes, on confronte ces méthodes aux données expérimentales et on essaie de voir comment les méthodes de physique théorique peuvent impacter les autres aspects de la science, la biologie par exemple. Donc en quelques chiffres, on fait entre 150 et 200 publications scientifiques par an. On a un taux de succès assez élevé notamment par rapport aux autres instituts de la DRF, aux appels d'offres style ERC européen, des nombreux prix, des organisations de conférences, des réseaux de collaboration internationale dans pas mal de pays du monde. Donc ça, c'est vraiment le noyau dur de l'IPHT, c'est une recherche théorique fondamentale.
la particularité, je crois, de l'IPHT, non seulement vis-à-vis vis-à-vis d'autres instituts similaires, notamment en France, c'est la couverture thématique, qui parle à la fois des thèmes de recherche abordés, j'illustrerai ça dans les transparents suivants, et également des interactions avec les autres entités du CEA. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaierai d'insister. C'est pas parce qu'on est des théoriciens qu'on vit tout seul devant notre tableau et qu'on ne discute pas avec les gens de l'extérieur. On a des activités de collaboration avec les gens de l'IRAMIS, de l'Institut Joliot, de l'IRFU, etc., etc. Donc ça, quelque chose, je crois que si vos activités, un jour dans vos activités, vous avez besoin de quelque chose, vous vous dites, tiens, pourrait qu'un théoricien puisse m'aider, pensez à appeler l'IPHT, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous aider. Ça, c'est le message que vous devez retenir. Donc, on couvre presque tous les domaines de la physique théorique, et en tant que, personnellement, je ne suis pas partie de la DRF, je suis chercheur CNRS, donc il fallait que je parle un peu du CNRS quand même. Par comparaison au CNRS qui a une section de physique théorique, l'IPHT couvre plus ou moins tous les domaines de la physique théorique représentés au CNRS également, qu'on peut considérer comme une référence en tant qu'organisme scientifique étatique en tout cas. Donc ça veut dire que c'est effectivement une couverture de domaine très large, et je vais donner quelques exemples dans les 3 transparents qui suivent que j'ai simplement piqué à notre chef d'institut. Donc on couvre pour le premier groupe de recherche, c'est tout ce qui est physique plus formelle, plus mathématique. Alors c'est pas parce que c'est mathématique que ça ne veut pas vous intéresser. Pour ceux qui font par exemple des sciences des matériaux, on développe toute une série de modèles et d'approches qui permettent de décrire les expériences qui sont utilisées en matière condensée, en physique des matériaux. Donc c'est quelque chose qui a un impact au-delà de l'aspect purement formel mathématique. Des aspects de géométrie, de topologie, des aspects de théorie des cordes, d'études de gravité au-delà du modèle standard, donc de gravité quantique notamment, des études formelles de la théorie sous-jacente à toutes ces choses-là. Donc ça sont des applications plus proches des mathématiques, on va dire. Il y a toute une série le deuxième groupe du labo traite de toute une série de sujets qui ont à voir avec l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc de l'infiniment petit, c'est ce dont je ne vais pas trop en parler maintenant, parce que c'est ce dont je vais vous parler pendant tout le reste de ma présentation derrière. L'infiniment grand, c'est la cosmologie, les ondes gravitationnelles dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et tous les trous noirs. Toutes ces choses-là font partie des modèles qu'on développe, des implications dans les satellites, des implications dans les collisionneurs, c'est ce dont je vais parler, des implications dans toutes les théories qui vont avec les expériences notamment développées à l'IRFU. Et ensuite, le troisième volet, c'est tout ce qui est physique statistique et physique de la matière condensée. Donc là, à nouveau, ça se connecte avec beaucoup de choses en pointe au CEA, au-delà de l'IPHT, beaucoup d'expériences de matière condensée, des sciences des matériaux. Ça touche également à ce qui est l'apprentissage de la microélectronique, des circuits quantiques, la cryptographie quantique, les ordinateurs quantiques, l'intelligence artificielle, donc effectivement la physique statistique, la physique du graphène, tous ces aspects-là, et des liens avec la physique biologique par exemple. Donc ça, c'est pour ce qui s'agit des activités scientifiques de l'IPHT. Il y a juste un point sur lequel je voudrais juste attirer votre attention, simplement parce que ça peut vous intéresser, c'est le fait que l'IPHT organise depuis presque 30 ans des cours de physique théorique. Donc ça se passe en des séries de 4-5 cours de 2 heures qui ont un niveau, je dirais, master, étudiant en thèse. Ces cours sont reconnus par les écoles doctorales qui imposent des formations à leurs étudiants. Donc les cours de l'IPHT peuvent faire partie du cursus de formation des étudiants. Et ça va sur sa courbe des sujets qui sont aussi divers que ceux que je viens de vous parler pour nos activités. Je vous ai marqué juste ici en exemple, ce sont la liste des sujets qui ont été abordés cette année. Ça va de programmation sur GPU jusque la technique des ondes gravitationnelles ou des idées de physique des matériaux, d'isolant topologique, des singularités mathématiques dans la turbulence par nos collègues du SPEC ou des techniques de physique mathématique. Donc c'est très varié. Les cours sont généralement enregistrés et disponibles sur nos chaînes, et je vous renvoie sur ce site-là pour plus d'informations. Donc je crois que c'est plus ou moins tout ce que je voulais dire pour l'IPHT. S'il y a des questions, je peux les prendre, sinon je passe à une présentation on va dire, plus de physique. Ah, question, très bien. De toute façon, ça s'en Oui, vas-y, je la répéterai. Alors de mémoire, je ne peux pas la citer, mais...
Alors il y a beaucoup de laboratoires, principalement à l'IRMIS, l'Institut Joliot et l'IRFU, de mémoire. Question piège, ça je ne sais pas. L'IRIG un peu moins. L'IRIG un peu moins de mémoire. La physique théorique s'applique à tout type de recherche, donc dès qu'il y a des expériences, il peut y avoir des aspects théoriques associés qui peuvent être liés, mais ça reste de la physique. On a des liens par exemple avec l'Institut Joliot parce qu'on a des chercheurs qui étudient les interfaces entre la physique théorique et la biologie, des séquences d'ADN, des effets de molécules, des choses comme ça. Mais alors plus précisément, j'avoue que c'est un peu trop loin de mon domaine d'expertise personnelle pour pouvoir lier à l'IRIC directement. Mais après, je peux me renseigner et trouver la réponse à cette question-là, ça c'est pas un problème. Oui. Alors, les cours sont généralement, Ricardo pourra confirmer, mais les cours, donc la question est de savoir si les cours sont en présentiel ou en distanciel. Généralement, les cours sont en présentiel, mais ils sont de toute façon enregistrés et retransmis et remis sur notre chaîne YouTube après. Alors, je ne sais pas pour l'école doctorale, par exemple, si assister aux cours en sur la chaîne YouTube est considéré comme faisant partie du cursus. J'ai un petit doute quand même, mais sinon, je ne crois pas qu'ils soient retransmis en direct, en tout cas. On peut le faire ? Ah, donc il y a une vidéo, oui, mais il faut s'inscrire avant, et je suppose la raison pour laquelle il faut s'inscrire, c'est la même, c'est que dans ce cas-là, c'est validé en tant que crédit de l'école doctorale. Anglais, généralement. Oui, je crois que c'est le premier exposé que je donne en français depuis quelques années, on va dire ça comme ça. Ok ? Alors, donc l'exposé qui suit, ou la partie d'exposé, on verra le temps. À quelle heure est-ce que vous devez partir exactement ? 14h30, on va faire avec. Donc c'est un exposé que j'avais donné ici, principalement pour le groupe support et les personnes intéressées. Donc c'est censé être un exposé de vulgarisation. L'idée, c'est de toucher à un domaine de physique qui est plus proche de ce que je fais moi, en insistant un peu plus sur les aspects de la connexion de la physique théorique, mais ça va toucher au-delà. Histoire de savoir à qui je m'adresse, qui est-ce qu'ici fait de la recherche au sens large ? Ok. Qu'est-ce qui fait de la recherche en physique ? Ok. Physique des particules ? Ok. À l'IRFU ? Très bien. Oui, donc, il y a des connexions clairement avec ce qui se fait à l'IRFU, donc je prie mes collègues de l'IRFU de m'excuser pour les simplifications outrancières que je ferai. Donc, l'idée de ce que je veux faire, c'est essayer un peu de discuter de physique des collisionneurs. Le collisionneur, probablement la plupart des personnes ici ont entendu parler du LHC, qui est le grand collisionneur de Hadron, qui est à la frontière entre la Suisse et la France du côté de Genève. Donc une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce genre d'expérience ? Quelles sont les implications de l'IPHT là-dedans ? Et comment ça s'inscrit dans plusieurs décennies à venir et espérons le futur de recherche similaire ? Donc c'est les choses que je vais essayer. Cette partie-là, je devrais être capable de la couvrir. Comment ça s'inscrit dans les recherches théoriques, évidemment. Si j'ai le temps à la fin, j'essaierai d'y inscrire un petit peu plus précisément les questions qui m'intéressent moi. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas la fin du monde. Donc, la physique des particules a pour but principal, en tout cas, d'essayer de répondre à, pour moi, deux grandes questions fondamentales. La première, c'est quels sont les constituants fondamentaux de la matière ? Donc, quelles sont les choses qui, à la fois, vous constituent, vous, le président des États-Unis, passé ou futur, votre tasse de café, ou n'importe quelle chose, un mur, quelles sont les briques fondamentales qui permettent de créer toutes ces choses-là, et comment ces briques fondamentales interagissent. Donc quelles sont leurs propriétés. C'est pas seulement les identifier, mais également savoir les caractériser. Donc pour ça, il faut peut-être que je passe sur le transparent ici, ce sera plus facile. Voilà. Donc, probablement l'approche la plus éprouvée depuis des décennies, c'est de prendre deux particules fondamentales qu'on connaît, les taper les unes sur les autres, le plus fort possible, le plus souvent possible, et j'expliquerai pourquoi dans une seconde, et de regarder ce qui sort. Donc pour ça, effectivement, on prend un paquet de particules d'un côté, on le fait tourner dans un sens, on prend un paquet de particules de l'autre côté, on le fait tourner en sens opposé,
Et en quelques endroits, on fait croiser ces deux faisceaux de particules en ce qu'on appelle un point d'interaction. Autour, on met un gros détecteur qui est un appareil de mesure. Donc oui, désolé, c'est là où ma vision de la physique expérimentale est extrêmement simplifiée. Et ce détecteur prend, si vous voulez, une photo de ce qui s'est passé dans cette collision-là, des particules qui ont été produites, et à partir de ça, de ce qu'on observe, de cette photo qu'on prend, on essaie de reconstruire ce qui s'est passé, et de comprendre ce qui s'est passé au cœur de l'interaction. Donc, pour ça, cette approche-là, historiquement parlant, et c'est pas du tout nouveau, le LHC, qui est le collisionneur actuel, je dirais, étant la dernière ligne de ce tableau-ci, c'est quelque chose qui a commencé, qui est aussi vieux que le CEA en quelque sorte, ça a commencé fin des années 50, début des années 60, à différents endroits, aux États-Unis, en Italie, en URSS à l'époque, c'était encore l'URSS. Le CERN a commencé dans ces activités-là en 71. Cela dit, le collisionneur, qui est le premier collisionneur du CERN, le PS et l'ISR, qui étaient les premières activités sérieuses du CERN dans ce sujet-là, sont toujours actifs aujourd'hui. Ils servent à injecter les paquets de particules dans le LHC. Donc, j'ai noté ici qu'une série de collisionneurs, ils ne sont pas tous là. Il y a des collisionneurs connus comme le SPS au CERN qui a permis de découvrir deux nouvelles particules, je reviendrai là-dessus dans une seconde, qu'on appelle les bosons W et Z, qu'on étudie encore maintenant. Hein. Des grandes nouvelles d'une expérience du LHC récemment ont été de mesurer la masse de cet élément W. Le LEP qui a fonctionné, je dirais, fin du siècle dernier au CERN, qui a permis de caractériser ces deux bosons-là. Le Tevatron aux États-Unis qui a permis de découvrir un nouveau quark qui s'appelle le TOP, fin du siècle dernier également. On étudie parfois des objets plus lourds. Au lieu de collisionner des particules simples, on peut collisionner directement des noyaux qui sont beaucoup plus lourds, donc ça fait des collisions beaucoup plus complexes et qui permettent de recréer des phénomènes qui se passent au début de l'univers et de physique des plasmas. Et bien évidemment le LHC qui fonctionne actuellement et qui a découvert le boson de Higgs il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc il y a une chose... Je ne veux pas nécessairement rentrer dans tous les détails de chacun de ces collisionneurs un à un. Les choses qui sont importantes à voir, c'est que si on regarde ici, certains collisionneurs ont découvert de nouvelles particules, d'autres collisionneurs n'ont pas découvert de nouvelles, mais sont parvenus à en étudier. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que non seulement on voit souvent la physique des collisionneurs ou la physique des particules, la physique fondamentale comme étant découvrir de nouvelles particules, mais ce n'est pas la seule chose. Il faut découvrir des choses, mais également essayer de comprendre comment elles fonctionnent, et les découvrir ne donne pas nécessairement, toutes ces informations ne sont pas un phénomène suffisant. Il faut également voir comment ça fonctionne. Donc, la deuxième observation, c'est que ça se passe sur des échelles de temps assez longues. Si on regarde depuis les années 50, il y a eu une petite dizaine de collisionneurs. Donc chaque collisionneur fonctionne généralement une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. Le LHC a commencé en 2008, je crois. 2010, pardon. 2009-2010. Fin 2009, début 2010, et est censé terminer fin des années 40. Donc c'est une période d'activité quand même assez longue. Les énergies sont croissantes, j'expliquerai pourquoi dans une seconde, et ce ne sont pas des petites expériences non plus. Pour vous donner quelques chiffres clés du LHC par exemple, ces faisceaux tournent sur un tunnel qui fait 27 km de long entre la frontière française et suisse, comme je l'ai dit tout à l'heure. La plupart de cet accélérateur est refroidi à une température de 2 degrés Kelvin, ce qui équivaut à moins 271 degrés Celsius, donc ça fait froid. C'est, je crois, le plus grand frigo du monde. Je vous ai dit que c'est un peu comme un appareil photo, ça fait 1 milliard de collisions par seconde et les détecteurs prennent 40 millions de photos par seconde. Donc ça va un petit peu plus vite que ce que vous êtes capable de faire avec votre téléphone. Et ces détecteurs qui prennent 40 millions de photos par seconde font le poids de la tour Eiffel et ils ne rentrent pas dans la pièce ici. L'énergie du faisceau, qui est un faisceau qui fait plus ou moins une botte de cheveux, si vous avez les cheveux longs. Chaque paquet fait environ 30 cm de long. La taille d'un cheveu de 30 cm de long, il y en a 3000 qui tournent. Eh bien, imaginez 3000 cheveux. Ces 3000 cheveux ont l'énergie d'un TGV qui va à 350 km/h. Pensez-y quand vous allez à Lyon ou à Grenoble tout à l'heure. Donc c'est pas négligeable comme chiffre. Ça fait, c'est pas l'expérience que vous pouvez faire avec vos enfants ou collègues dans votre jardin un dimanche après-midi d'été. Donc ça c'est bien, c'est pour le passé. Le futur proche, il y a un nouveau collisionneur qui s'appelle EIC qui a été approuvé à Brookhaven. Brookhaven est un laboratoire national américain en banlieue de New York à Long Island. Et le LHC va subir un upgrade
d'ici peu, dans quelques années, je dirais. Je ne me souviens plus de timeline en tête particulièrement, qui s'appelle le LHC à haute luminosité. J'expliquerai les tenants et les aboutissants de ce truc-là dans une seconde à nouveau, qui ira jusque 2040, un peu plus loin éventuellement. Et certains collisionneurs sont sous revue. Deux collisionneurs en particulier au CERN, qui s'appellent FCC pour Future Circular Collider, II parce qu'ils collisionnent des électrons, ou HH parce qu'ils collisionnent des protons qui sont des hadrons. Le H, c'est pas proton, c'est hadron. Et l'idée pour ça, c'est de creuser un tunnel de 100 km. Donc on parle à nouveau de choses de taille assez gigantesque. Un point qui est important, je crois, c'est qu'on peut se dire, après 2040, c'est dans longtemps, on a encore le temps d'y voir, mais c'est maintenant qu'il faut le décider, parce qu'il faut sécuriser les fonds, il faut prévoir le programme de physique, il faut creuser le tunnel, il faut installer les acteurs, donc ces choses-là doivent se prévoir à l'avance également. Donc énormément de discussions sont en cours maintenant au niveau de... ça va du niveau du CEA jusque les instances européennes, pour essayer de discuter de ces projets de collisionneurs futurs. Et je passerai sous silence pour l'instant d'autres projets de collisionneurs, des collisionneurs linéaires au Japon, des collisionneurs circulaires en Chine, des projets de collisionneurs des muons. Pour ceux qui savent ce que c'est comme type de particules, ce n'est pas facile. Donc, quelque chose sur lequel j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est important, c'est que l'idée de faire des collisions, j'ai dit que c'était des choses pour lesquelles il fallait à haute énergie, et pour lesquelles il fallait faire le plus grand nombre de collisions possibles. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces deux choses-là sont importantes. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire des collisionneurs de plus en plus haute énergie. Et pour ça, j'ai récupéré un film de mes collègues que je vais essayer de vous commenter en même temps, si ça marche comme ça. Là. Aïe, pas le bon. On va essayer. Voilà. Alors ça, c'est une expérience que vous pouvez faire par contre dans votre jardin un jour d'été. Ça s'appelle un ripple tank, je ne sais pas la traduction en français. Donc l'idée, c'est qu'on a un bras qui fait des ondes dans une film pellicule d'eau, et on filme les ondes du bras, un petit moteur qui fait vibrer un bras, et on voit que ça fait une onde qui avance. Jusque-là, très bien. Alors là-dedans, on va y placer un objet au milieu, et on voit apparaître tout autour de l'objet une série d'ondes qui sont réfléchies. Et si vous voulez, c'est ça qu'on observe. On peut voir ces ondes qui sont réfléchies comme ce qu'on va observer dans les détecteurs. Maintenant, si on place un objet plus petit, vous voyez que les ondes qui se réfléchissent et qui vont vers l'extérieur ont disparu. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter la vitesse du moteur, donc augmenter l'énergie qu'on met dans le système à la base, et on voit que si on augmente cette énergie-là, les longueurs de ces vibrations deviennent de plus en plus petites, jusqu'au moment où ces longueurs de vibrations ont une distance une taille qui est similaire à celle de l'objet, et à partir de ce moment-là, on commence à revoir les ondes qui ressortent à l'extérieur. D'accord ? Donc l'idée derrière ça, c'est que si on veut voir des objets à petite distance, si on veut découvrir des objets à petite distance, si j'arrive à retrouver mon pointeur de souris, non. Pourquoi ? Ah, le voilà. Donc, si on veut voir des objets à petite distance, il faut les observer avec des vibrations qui sont d'une distance similaire. Et pour obtenir pour voir des objets de plus en plus petits, il faut des vibrations de plus en plus courtes. Et pour voir des vibrations de plus en plus courtes, il faut y mettre une énergie de plus en plus grande. Donc c'est ça la logique, et comme si on imaginait qu'on veuille casser le mur qui est là en deux morceaux de plus en plus petits pour voir de quoi il est fait de manière fondamentale, bon, premièrement, le CEA va pas être content. Deuxièmement, il va falloir, si on veut le casser en morceaux de plus en plus petits, il va donc falloir y mettre des énergies de plus en plus grandes. Donc si on veut découvrir les constituants fondamentaux de la matière à des tailles de plus en plus petites, il faut aller à des énergies de plus en plus grandes. Jusque-là, tout va bien. Donc pour le reste, je suis désolé, mais je vais devoir vous embêter un peu avec de la physique théorique, théorique pour pas seulement théorique, mais des concepts de physique de particules qui sont nés de plusieurs décennies de collaboration entre des théoriciens et des expérimentateurs et des phénoménologues qui font le lien entre les deux. Ça, c'est ce qu'on connaît à l'heure actuelle.
Il y a peut-être des objets là-dedans que vous connaissez, peut-être des objets que vous ne connaissez pas. Il y en a probablement un que tout le monde connaît, qui est l'électron qui se trouve ici. Après les autres, bon, vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs qui est quelque part ici. Le photon, c'est la lumière qui vous tombe dessus. Le reste, c'est ce qu'on connaît des particules à l'heure actuelle. Je pourrais vraiment passer 1 heure ou 2 ou 10 à vous décrire par le menu ce tableau. Je vais essayer de simplifier un petit peu, et on va simplifier de la façon suivante. On peut essentiellement répartir ces objets en plusieurs classes. Alors, il y a déjà 2 grandes classes, je n'en ai pas parlé ici, mais il y a une classe qui est celle qui est à gauche. À gauche, c'est des objets qui constituent réellement la matière. Les électrons, les protons que vous connaissez probablement, ou tous les noyaux du tableau périodique des éléments, sont composés par essentiellement des amalgames des quarks qui sont au-dessus. Les parties qui sont à droite, c'est les parties qu'on appelle vectrices, c'est féminin. Et donc ces bosons vecteurs, c'est les particules qui essentiellement servent de liant entre les particules de la matière. Pensez par exemple à la Lune qui tourne autour de la Terre, où on voit ça comme étant une interaction gravifique. Au niveau de la physique des particules, on va voir ça comme étant un échange de particules entre la Terre et la Lune. Cette particule-là, j'ai pris un exemple complètement pourri parce que la gravité n'est pas très bien comprise dans ce cadre-là. Mais toujours est-il que pour la physique des particules, c'est le même principe. On a des particules de matière. Pensez à un noyau un atome d'hydrogène avec un noyau et un électron. L'électron interagit avec le noyau par échange de photons et les quarks dans le noyau sont liés par des gluons. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut voir les particules qui caractérisent l'interaction, et les particules de matière. Alors, au niveau de ce qui est important pour ce dont je veux parler aujourd'hui, qui est la physique des collisionneurs, certaines de ces particules sont directement observables. Donc, pensez à un détecteur et voir comment est-ce qu'on va observer ces particules dans un détecteur. Les photons, on peut les voir. Les électrons et les muons, un muon, c'est juste un gros électron. C'est un électron, même propriété que l'électron, 200 fois plus lourd. Celles-là, on peut les voir directement dans les détecteurs. Je vous montrerai un exemple juste après. Pour les autres, toutes celles qui sont en bleu, on peut les voir, mais plus ou moins, pas tout de suite. On peut soit les voir, on peut les voir en groupe. Donc pas tel quel. Par exemple, on ne va pas voir un quark up, on ne va pas voir un quark down, on va voir un proton qui est constitué de 3 quarks, 2 up et 1 down, etc. etc. Toutes les particules que j'ai mises dans ces boîtes-ci, donc les neutrinos, en particulier, sont juste invisibles. Les neutrinos, ils nous en passent des centaines de milliers de milliards par seconde à travers, on ne les sent pas. Le Soleil vous envoie ici dans la pièce probablement 1 million de milliards de neutrinos par seconde. Ils traversent la Terre sans la voir. Donc c'est ça que je veux dire invisible. Puis il y a tout le reste. Les bosons ici, le Higgs, le gluon d'une certaine façon, les quarks qui sont ici, en particulier le quark top, et le tau, qui est encore un électron encore plus gros. Ces particules-là, elles sont instables. Donc ça veut dire qu'elles peuvent, même si on les produit dans une collision, elles vont se désintégrer avant d'arriver dans votre détecteur. Donc ça veut dire d'une certaine façon que si on observe quelque chose, on ne va pas les voir eux, et qu'il va falloir faire un certain travail pour essayer de se dire « Ah, finalement, ma collision a produit ces objets-là sans que je les vois. » Donc il faut essayer de reconstruire quelque chose qu'on ne voit pas d'une certaine façon. Donc, le deuxième concept qui est fondamental, c'est qu'on parle d'une théorie qui est une théorie de mécanique quantique, donc qui date, ça a beau être une physique plus fine que la mécanique quantique au sens des parents de la mécanique quantique au début du XXe siècle, début du XXe siècle, pardon. Ça reste une théorie quantique. Ça signifie qu'on ne peut pas vous dire à coup sûr ce qui va se passer. La théorie quantique ne vous donne pas, si on fait une collision, on peut vous dire la collision à coup sûr ça va donner ça. C'est pas comme faire une collision entre 2 bits de billard, où si vous connaissez bien la trajectoire à laquelle vous envoyez vos objets, vous pouvez dire la vie va arriver dans le trou ou pas. Dans le cas de la mécanique quantique, c'est un peu plus compliqué. La seule chose qu'on peut prédire, c'est que ça va donner un certain nombre de possibilités en sortie, et on peut uniquement vous dire quelles sont les probabilités d'observer ceci, quelles sont les probabilités d'observer ça. Je vais encore donner un exemple plus concret dans une seconde. Donc, ça signifie également que si on observe, si une collision donnée peut donner plusieurs choses avec une probabilité, je ne sais pas, vous jetez un dé, ça peut arriver sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et vous savez que si votre dé est normal, ça va être une fois sur 6, 1, une fois sur 6, 2, et une fois sur 6 pour chacune des options. Sinon, c'est que votre dé est biaisé.
Mais ça marche en sens inverse également. Vu que certaines particules peuvent se désintégrer et sont instables, comme on l'a vu, c'est-à-dire que si on observe quelque chose dans le détecteur, ben cette chose-là on peut y arriver au même résultat dans le détecteur par différents chemins. Et donc, il faut parvenir à trouver des méthodes pour distinguer ces différents chemins. Je donnerai un exemple plus parlant dans une seconde. Juste un peu de jargon, imaginez qu'on s'intéresse à une méthode, si on veut essayer de trouver un chemin particulier parmi tous les chemins possibles, imaginez on essaie d'étudier les propriétés du boson de Higgs, c'est les choses qui se font en ce moment, il va falloir trouver pour un état final donné, si on veut isoler la partie qui vient du boson de Higgs par rapport au reste, on va appeler la partie qui vient du boson de Higgs le signal et le reste du bruit de fond. C'est un jargon qui n'est pas typique de la physique des particules, c'est valable un peu partout en physique. Et je vais vous donner deux choses. La première, c'est une manière de représenter ça qui est utilisée par les théoriciens, qui s'appelle les diagrammes de Feynman. Au lieu de faire des équations, on fait des dessins. C'est toujours très pratique, hein. Les physiciens restent quand même des grands enfants souvent. Donc l'idée ici, c'est que, alors si vous allez en Russie, je suppose, les diagrammes sont souvent faits en sens inverse, mais c'est juste sémantique. On représente les particules qu'on collisionne vers la gauche, et quand on va vers la droite, ça va vers ce qui arrive dans votre détecteur à la fin. Donc ça, c'est un exemple dans lequel on a une collision entre un électron et un positron. Le positron, c'est juste une antiparticule, c'est l'antiparticule associée à l'électron. Ces deux-là peuvent essentiellement s'annihiler, devenir rien du tout et faire une particule de lumière, un photon. Ça donne un photon, et le photon peut, dans ce cas-là, décider de se désintégrer en autre chose. Il peut décider de se désintégrer, par exemple, en une paire de muons. Et ça, c'est le processus qu'on a là. Le même processus, le même type de collision qui part d'un électron-positron pour donner une paire de muons peut également se faire en échangeant non pas un photon, mais en échangeant au milieu un boson Z, qui est une des particules que je vous avais dit instable du transparent précédent, ou ça peut faire des trucs plus compliqués. On peut avoir un boson Z qui se désintègre en deux bosons W, c'est une des interactions possibles dans le modèle standard, la théorie actuelle de la physique des particules. Les W sont instables, ils se désintègrent en un muon et un neutrino qu'on ne voit pas, donc essentiellement là-dedans, ces deux gars-là ne sont pas visibles, et la seule chose qui reste, ça va être deux muons. Donc il y a plein de solutions pour arriver à la même chose, et il va falloir trouver des méthodes pour essayer de savoir qui est qui. D'un point de vue pratique, ça c'est un exemple de deux collisions qui sont passées au LHC. Je ne sais pas les dates, ça doit être disponible quelque part là-dedans. Donc 2015 pour celle de gauche et 2010 pour celle de droite. Donc celle-ci, ce qu'on voit ici, je ne sais pas si c'est super visible, oui ça devrait aller. Il y a donc le gros truc qui est au milieu, c'est le faisceau. Donc c'est là, la collision se passe quelque part ici au milieu, et on voit que la collision donne principalement une trace qui est ici, et une trace qui vient ici en bas. Et bien ça c'est typiquement une trace de la collision qui donne un muon, deux muons, exactement comme je viens de le donner ici. C'est pas des collisions d'électrons, c'est des collisions de protons, mais l'idée est la même, deux protons qui donnent deux muons à la fin. Pour information, ça c'est un des candidats de production d'un boson de Higgs. J'expliquerai pourquoi on peut penser ça après. La droite, c'est un peu plus compliqué. La droite, vous voyez qu'il n'y a pas juste deux particules bien nettes qu'on voit. On voit plein de traces dans le détecteur à gauche, à droite. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On n'a pas produit juste des muons, on a produit des quarks. Et les quarks ont tendance à se multiplier et à faire des groupes à la fin. Et donc, au lieu de voir juste une trace bien nette, on voit des groupes de particules qui volent un peu dans tous les sens. Donc ça peut aller de concepts très simples à des types d'événements beaucoup plus compliqués. Alors dans le cas des quarks, on voit également que même s'il y a beaucoup plus de particules, ces particules s'organisent en quelques directions principales, et donc il y a vraiment des faisceaux de particules, si vous voulez, qui se promènent un peu dans tous les sens, qui sont aussi visibles dans ce graphique-ci. On voit une, deux, trois, quatre peut-être faisceaux de particules qui viennent ici, et ça c'est typique de l'interaction des quarks et des gluons, qui s'appelle l'interaction forte dans le modèle standard. J'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est que la théorie fondamentale qui décrit ces machins-là à l'heure actuelle, on appelle ça le modèle standard de la physique des particules, et donc un des buts de ce type d'expérience est d'essayer de vérifier les propriétés des particules du modèle standard et d'essayer de voir si le modèle standard est correct ou pas. Donc si on trouve une expérience qui n'est pas en accord avec le modèle standard, ça veut dire qu'on a trouvé un nouveau type de physique qu'on ne connaissait pas avant, et donc tout le monde est content. Alors,
donc comme je l'ai dit, il y a des événements qui sont plus simples et des événements qui sont plus compliqués. Eh ben avec ça, on va pouvoir expliquer le deuxième principe fondamental que je vous avais annoncé au début. Donc on sait pourquoi il faut aller à haute énergie pour essayer d'observer des trucs plus petits. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire beaucoup de collisions? Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est essayer de regarder, c'est une simulation, c'est pas des vraies données, du LHC, dans lequel on va regarder le nombre de fois où il peut se passer quelque chose comme ce qu'on a à gauche ici. Donc on va juste regarder, les événements dans lesquels ce qu'on observe dans le détecteur à la fin, c'est 2 muons. Et on va regarder ces 2 muons, oups, j'étais un cran trop loin, ces 2 muons, on va regarder à eux deux combien ils pèsent. Je passe les détails de savoir comment peser 2 muons. Et on va regarder, en fonction du poids de ces 2 muons, combien est-ce qu'on observe de collisions. D'accord? Donc vous faites tourner le LHC 1 seconde, c'est ce que vous allez avoir plus ou moins. Donc ça veut dire qu'il y a, sur 1 seconde, on a vu 2 collisions qui donnaient une masse plus ou moins nulle, on a vu 4 collisions qui donnaient une masse aux alentours de 100, l'unité c'est des GeV, je ne vais pas rentrer dans des gigaélectronvolts, je ne vais pas rentrer dans les détails des unités pour cette fois-ci. On ne peut pas dire grand chose là-dessus, d'accord? Voilà, on a quelques paires de muons, c'est très bien, on est content. Si on fait tourner le LHC pendant un peu plus longtemps, une dizaine de secondes, on voit des choses un petit peu plus intéressantes qui commencent à apparaître. On voit qu'il y a plusieurs événements qui commencent à s'empacter vers la partie gauche, la partie des petites masses, et on voit commencer à s'accumuler une série d'événements, une série de collisions, une série de résultats qui apparaissent aux alentours de cette masse-ci. Et au plus on va avoir de collisions, au plus on va pouvoir affiner cette image-là. Donc si on continue, après 1 minute on a ça, après 1 heure on a quelque chose comme ça, et après 1 heure on commence déjà à avoir quelque chose de beaucoup plus précis se dessiner. On voit qu'il y a essentiellement 2 composantes à ce qu'on observe ici. Il y a une composante qui est une partie qui fait comme ça, qui décroît, qui commence à petite masse et qui décroît, et on a une composante qui est extrêmement piquée aux alentours de cette valeur-ci. Eh bien cet effet-là, c'est exactement ce que je vous disais avant. On a une structure, ça prend un jour, etc. On a exactement une structure qui est répartie en 2 composantes. La première, c'est le cas dans lequel on a eu, comme je vous l'ai donné tout à l'heure dans les diagrammes, un photon qui s'est désintégré en muon, et le pic au milieu, c'est un boson Z qui s'est désintégré en muon. Le photon est essentiellement de masse nulle, donc ça se passe à masse nulle. Le boson Z a une masse de 91 GeV, donc on a un pic qui se désintègre, qui apparaît à la masse de la résonance. C'est l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure avec cette notion de distance, cette notion de faire des ondes dans un bocal d'eau. Excepté qu'ici, c'est plus la distance qui est en jeu, mais c'est la masse, c'est reformulé en termes de masse. Si on fait aller des ondes en résonance avec le boson Z, on va produire un boson Z dans cette collision, et ça va se voir dans l'état final. D'accord? Ok, donc, l'autre élément important qui est ici, c'est que si on fait très peu de collisions, on n'est pas capable de dire grand-chose, et au plus on fait de collisions, au plus on va être capable de déterminer les choses de manière précise. Donc c'est important d'aller à haute énergie pour pouvoir observer des choses à distance plus petite ou à masse plus grande, c'est équivalent, et à la fois en même temps d'avoir beaucoup de collisions pour pouvoir observer soit les choses précisément, soit observer des phénomènes rares. Si les phénomènes se passent 1 fois sur 1 milliard, si vous faites 1000 collisions, vous avez très peu de chances d'observer quelque chose qui se passe 1 fois sur 1 milliard. Donc mon petit modèle est bien, mais ma petite simulation est bien, mais ça c'est rien de tel que d'illustrer ça par des vraies données. Ce qui est ici, c'est un exemple de données du LHC. Donc plus ou moins la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Au lieu de mesurer la masse de 2 muons, on mesure la masse de 2 photons. Donc on regarde 2 photons dans l'état final, on mesure leur masse. Et ça, à gauche, c'est l'état du LHC en 2011. Où on voit en gros pas grand chose, il y a juste une partie assez lisse qui décroît un petit peu. Et à droite, c'est ce qui se passait en 2012, où on voit toujours une partie qui décroît, mais en plus de la partie qui décroît, on voit une petite bosse ici. Est-ce que quelqu'un a une idée à quoi correspond la bosse? Quelqu'un qui n'est pas à Zélirfu? Oui,
c'est le boson de Higgs. Et là, à nouveau, le boson de Higgs a une masse de plus ou moins 125 GeV, et donc le boson de Higgs apparaît à une masse ici de 125 GeV. Donc ça permet non seulement de découvrir, ça c'est le prix Nobel en gros, ça permet non seulement de découvrir le boson de Higgs, mais ça permet également de mesurer une de ses propriétés qui est sa masse. Et au plus on accumule de données, au plus ce pic va être précis, et au plus ce pic va devenir précis, au plus on va pouvoir mesurer sa masse de manière précise. Ok, alors je donne un autre exemple. Le graphe de gauche, c'est les données expérimentales de la collaboration CMS au LHC, à nouveau qui représente exactement ce que j'ai donné tout à l'heure, donc le spectre invariant de la masse d'une paire de muons, où on voit clairement le pic du boson Z, comme j'ai dit là, et puis on voit toute une série de pics différents dans les plus basses énergies. Donc ça, c'est l'état de l'art actuel. Je crois que ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça, 7 ans, donc oui, c'est pas si récent que ça, mais ça reste assez récent. Le graphe de droite, c'est un exemple récent de physique du boson de Higgs. Le boson de Higgs se couple à absolument toutes les particules. Il a un couplage qui est proportionnel à leur masse. Donc il interagit avec toutes les particules. Il interagit notamment avec les muons. Donc on peut se dire, de la même manière qu'on a vu ce spectre de masse, donc on peut reprendre mon exemple de tout à l'heure. Hein. Si on reprend ça, normalement on devrait voir quelque part ici, dans le fond, on devrait voir un petit pic qui correspond au Higgs qui s'y a produit de muons. Eh ben, c'est pas visible là parce que j'ai pas fait suffisamment de statistiques, mais si on regarde au LHC à l'heure actuelle, on commence à voir, donc ça c'est la même courbe que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, excepté qu'elle est spécifiée juste sur la partie entre 110 et 150, donc normalement le boson de Higgs est quelque part là-dedans. C'est difficile à voir sur la courbe du dessus, mais si on zoome un petit peu, on commence à voir apparaître ici au milieu une petite bosse. Et cette bosse-là permet de caractériser comment le boson de 1, est-ce que le boson de Higgs interagit bien avec des muons, et 2, si oui, avec quelle intensité, et est-ce que cette intensité est compatible avec ce qu'on s'attend dans la théorie du modèle standard. Donc ça, c'est le principe. Avec clairement des aspects expérimentaux compliqués, il faut parvenir à reconnaître ces objets-là avec des détecteurs colossaux, et des aspects théoriques, il faut parvenir à prédire qu'il va y avoir effectivement un petit pic à cet endroit-là. Donc, je voudrais insister un peu plus sur le rôle de la physique théorique dans tout ça. Il me reste quoi, 10 minutes ? Ouais, très bien, on va faire avec. Donc, la théorie intervient à plusieurs endroits. La première, c'est juste établir la théorie. Higgs a pensé au boson de Higgs il y a un petit temps, mais il a fallu des gens qui se disent les particules vont interagir comme ça avec tel type d'interaction et tel type d'interaction, enfin d'établir essentiellement ce qui est sur mon t-shirt, qui est tous les trucs que vous avez vu avec le boson de Higgs sont contenus dans ce qu'il y a sur mon t-shirt. Ensuite, il faut quelqu'un qui fasse le lien, qui se dise c'est bien, mais avant de mettre le t-shirt à la poubelle parce qu'il va être troué d'ici quelques années à force de donner ce genre de séminaire, il faut parvenir à transformer ceci en quelle est la hauteur de la petite bosse qu'on va voir ici au milieu. Il y a un peu de calcul derrière. Ces calculs-là, au plus, c'est comme dans tout. Si vous essayez d'être précis, si vous essayez d'avoir le plus d'informations possible, à un moment, ça devient compliqué. Donc c'est quelque chose ce sont des calculs souvent laborieux. Et il y a une autre branche qui est d'essayer de penser à tout type d'autres théories qui pourraient aller au-delà du modèle standard. Donc on peut voir des phénomènes qui sont pas nécessairement tout à fait expliqués de manière satisfaisante dans le modèle standard, où la compréhension théorique peut avoir des zones un peu d'ombre, on va dire. Et donc il y a toute une partie de gens qui essaient de développer des nouveaux modèles, et ces nouveaux modèles, le but du jeu, c'est d'essayer de les développer, de les comprendre, et ensuite de voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement observer ça dans les expériences LHC notamment en ce moment. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus. Une approche qui est utilisée, c'est une approche qui est en fait plus ou moins, qui est commune en fait. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la physique des particules. C'est valable dans beaucoup de domaines de la physique. On appelle ça une approche de théorie des perturbations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit quelque chose ? Ok, on va faire un effort. Donc, la théorie des perturbations, c'est quelque chose qui marche quand on a un paramètre qui est petit. Imaginez que
deux objets interagissent, si l'intensité de l'interaction est faible, on va pouvoir se dire, ils interagissent une fois, deux fois, trois fois, l'interaction est faible, donc on va pouvoir essayer, au lieu de résoudre la théorie dans son ensemble, on va pouvoir juste essayer de développer un nombre d'interactions. Si l'interaction est forte, ça veut dire qu'on peut interagir autant de fois qu'on veut, et dans ce cas-là, la théorie devient beaucoup plus compliquée à résoudre. Dans la plupart des théories actuelles, les choses interagissent de manière faible, donc ça veut dire qu'on va juste pouvoir essayer de développer les choses en fonction du nombre d'interactions. Donc d'avoir, par exemple dans le diagramme que j'avais fait tout à l'heure avec ceci, les deux premiers diagrammes ont deux interactions, une ici et une là. Le dernier a une, deux, trois, quatre interactions. Donc le dernier va passer moins souvent que les deux précédents. Dans une première approximation, on va négliger le dernier et se contenter des deux premiers. Alors, techniquement, ça revient à faire mathématiquement ce qu'on appelle un développement en série. Donc, c'est de dire que ce qu'on observe commence avec zéro interaction. La taille de l'interaction, c'est le alpha que j'ai ici. Zéro interaction. Une interaction, donc on a une puissance de alpha. Deux interactions, deux puissances de alpha. Trois interactions, trois puissances de alpha, etc., etc. Le but de la théorie, c'est de calculer les coefficients qu'il y a devant. Donc calculer N0, N1, N2, N3. Et au plus on va loin, au plus il peut y avoir de nombres de contributions différentes, et au plus ça devient compliqué. Pour ce qui est de l'interaction forte, la théorie actuelle permet d'aller typiquement jusqu'à N2, un petit peu de N3, et ça compte soit des millions de diagrammes à calculer, des millions de termes, soit des années et des années de développement de techniques plus intelligentes. En pratique, imaginez que la courbe noire soit la vraie physique. Si on garde uniquement le premier terme N1, on va avoir quelque chose qui est comme ceci. Deux termes, ça donne ça. Trois termes, ça donne ça. Quatre termes, ça donne ça. Vous voyez, au plus on calcule de termes, au plus on se rapproche de la vérité. Et ça, c'est la technique qui est utilisée pour faire plus ou moins tout. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on va être précis? Après, on pourrait se contenter de quelque chose de relativement imprécis. La raison pour laquelle on va être précis, c'est qu'on s'attarde à des événements rares. On s'attarde à des choses dans lesquelles il y a de moins en moins de ce qu'on fait pour le nombre de trucs différents, de moyens différents d'y arriver. Je vous donne l'exemple que j'ai donné ici, par exemple, est assez symptomatique. Si on regarde sur la courbe du dessus ici, en gros, on connaît tout, sauf peut-être la petite bosse ici. Si on veut étudier la petite bosse qui est ici, il faut qu'on connaisse la partie qui est en dessous, qui contribue la majeure partie de ce qu'on voit, avec une précision extrêmement importante. Donc il faut connaître les choses de manière importante, de manière précise, pour pouvoir détecter des petites fluctuations. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Donc ça, c'est vrai dans deux cadres différents. Un, si on recherche quelque chose de nouveau, parce que si on recherche quelque chose de nouveau, il faut pouvoir éliminer tout ce qu'on connaît déjà pour voir ce qu'il y a de nouveau. Et deuxièmement, c'est pour mesurer quelque chose de précis. Je reviens à mon exemple de petite bosse dans la désintégration du Higgs en deux muons. Cette petite bosse-là, si on veut mesurer comment le Higgs interagit avec les muons de manière précise, il faut mesurer la taille de cette petite bosse de manière la plus précise possible. Et si on veut la mesurer de manière précise, il faut connaître ce qu'il y a le reste du temps de manière précise également. Donc ça va à la fois pour des découvertes et pour des mesures de précision. Juste pour faire un regard rapide vers le futur, on peut penser que créer un nouveau collisionneur dans le futur, c'est cher, c'est laborieux, il faut creuser un tunnel, il faut avoir des nouveaux détecteurs, il faut avoir toute une physique expérimentale extrêmement impressionnante à faire, mais ça va également avec un effort de la part de la communauté théorique qui est, si on veut aller plus loin, on va amplifier ce problème de devoir séparer des événements rares et faire des mesures précises, et donc ça veut dire qu'il y a également tout un travail au niveau de la physique théorique à développer pour parvenir à faire ces choses-là de manière précise. La physique du boson de Higgs, je vais passer cette chose-là parce qu'on en a déjà discuté plusieurs fois. Je reviendrai là-dessus dans une seconde. Je vais plutôt l'illustrer. Voilà ce qui se passe à l'heure actuelle de l'étude du boson de Higgs de LHC. Ce qui est à gauche, c'est essentiellement, tous les points qu'on voit, c'est essentiellement les mesures expérimentales de la façon avec laquelle le Higgs interagit avec tout type de particules. Le W, le Z, le photon, le gluon, je ne sais plus quel est celui-là, le quark top, le quark B, le tau et le muon en dessous. Le muon est le dernier qui est là en dessous. Et c'est le rapport entre la valeur mesurée et la valeur à laquelle on s'attend dans le modèle
standard. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien, tout est en accord avec le modèle standard. Après, imaginez qu'on mesure que celui-ci ne change pas de valeur centrale et que l'erreur diminue d'un facteur 10, ben ça va commencer à être en tension avec le modèle standard. Donc c'est pour ça qu'on veut mesurer les choses plus précisément. La droite, c'est pour moi un des résultats les plus marquants qu'a obtenu LHC au niveau visuel. Je vous ai dit tout à l'heure que le boson de Higgs se couplait proportionnellement à la masse des particules. Et ben, l'axe horizontal, c'est la masse des particules, l'axe vertical, c'est le couplage avec le Higgs, et vous voyez que c'est quand même relativement droit. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. C'est visuellement, on voit cette propriété du boson de Higgs, il n'y a pas besoin de... à l'œil, on voit que c'est relativement droit, et donc cette théorie du boson de Higgs est quand même relativement bien, fonctionne relativement bien. Le challenge principal maintenant, c'est d'essayer de voir comment le Higgs interagit avec lui-même. Et donc pour ça, on mesure deux bosons de Higgs. Et à l'heure actuelle, vous voyez que le modèle standard prédit 1. Les mesures varient entre -1 et 6,5. Donc c'est pas exactement très précis. Le 0, on n'est pas plus sûr que ce soit 0 ou 1. Donc là, il y a du boulot à faire. Et c'est le principe des collisionneurs futurs. L'idée, c'est d'essayer le challenge principal des collisionneurs futurs, c'est vraiment d'essayer de mesurer comment le Higgs interagit avec lui-même. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu le dessin ici, qui est le chapeau mexicain qu'on a dans les cours de physique, souvent à l'université ou en master, qui dit que le Higgs interagit avec... imaginez que vous lâchiez une boule quelque part ici au sommet, elle va commencer à osciller dans le bas, c'est le principe d'un potentiel. C'est ce à quoi on s'attend, c'est la prédiction modèle standard. Pour l'instant, le LHC a mesuré quelque chose comme ça, donc on ne sait pas si c'est ça ou si c'est ça. Donc ça donne une idée du chemin qui reste à parcourir pour essayer de contraindre ces machins-là. Donc pour les 2 minutes qui me restent, je voulais parler de ce que j'allais faire, mais bon, je crois que je vais le sauter, ça ne change pas grand-chose, je crois que j'ai dit ce que je voulais vraiment, ce qui était important. Un des outils que les gens utilisent, qui fait le lien entre la théorie et l'expérience, et qui couvre absolument tout, c'est d'essayer de développer des outils qui font des simulations. Donc de développer un outil informatique et vous faire tourner sur un portable, un cluster, sur un ordinateur, pas encore sur un téléphone, mais peut-être ça viendra sur un GPU. Et donc l'idée, c'est de faire une simulation de collision. Et à partir de ça, c'est super intéressant, parce qu'on peut à la fois calculer ce qu'on veut. Donc si vous avez un outil qui simule des collisions, maintenant je vais commencer à mesurer quelle est la probabilité d'obtenir 2 muons. C'est ce que j'ai fait dans le premier truc au début, la première simulation que je vous ai montrée. J'ai fait tourner un code de simulation sur mon ordinateur. J'ai regardé tous les événements que l'ordinateur me donnait avec 2 muons. Et j'ai juste regardé l'histogramme de ces choses-là. On peut varier les paramètres pour voir si on varie les paramètres, comment les choses changent. On peut expérimenter avec des physiques au-delà du modèle standard. On peut entraîner des réseaux de neurones, c'est complètement à la mode, c'est en lien direct avec l'intelligence artificielle. On peut ensuite donner ça à une simulation des détecteurs expérimentaux pour essayer de comprendre comment les détecteurs fonctionnent. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement versatile et c'est probablement le lien entre la théorie et les expériences, c'est probablement l'outil qui est le plus développé. Et essentiellement, je vais aller assez rapidement à la conclusion parce qu'il faut y passer. Je ne vais pas expliquer ce qui se passe dans le capot, mais la conclusion, c'était que l'état de l'art, il y a quelques années... Donc l'idée, c'est de simuler la mécanique quantique. Donc on a une théorie de simulé quantique. Le but du jeu de l'ordinateur, c'est de reproduire d'essayer d'être fidèle à ce que aux probabilités quantiques que la théorie prédit. L'état de l'art était essentiellement le premier terme, donc le N0 ou le N1 on va dire de mon développement de tout à l'heure, et donc on avait le N1, nous sommes parvenus en l'espace de 6 ans à aller du N1 au N3. Et ça donne quelque chose comme ça. Je vais juste explorer le plot de gauche, qui est que avant, si on regardait calculer, alors ça, juste pour donner une idée de ce qu'on mesure, si on regarde une petite parcelle du détecteur, on regarde quelle est l'énergie qui est déposée là-dedans, et ben la théorie avait une incertitude de l'ordre de 20%, on va dire, et on a réduit cette incertitude à l'ordre de quelques pourcents. Donc ça permet à nouveau d'aller dans cette optique de précision. Donc je vais conclure là-dessus, parce que je crois que je vous ai assez embêté. Et puis vous avez d'autres choses à faire aussi, moi aussi d'ailleurs. Donc le but du jeu de cette physique des collisionneurs, c'est de comprendre et d'étudier la physique fondamentale des particules et leurs interactions. Je vous ai expliqué pourquoi on voulait aller vers des processus de plus en plus rares et des énergies de plus en plus hautes. Le but fondamental, c'est de tester la théorie qui est derrière et éventuellement de développer des nouvelles théories si la théorie existante est mise en défaut. Ça demande des efforts expérimentaux
des efforts expérimentaux conséquents. J'ai fait le transparent aujourd'hui, il était évident que j'allais faire une faute de frappe. Des efforts expérimentaux conséquents, ça demande également des efforts théoriques conséquents, j'ai insisté un peu plus là-dessus étant donné qu'on parle de l'IPHT ici, ça demande de faire des calculs poussés, ça demande de faire des simulations qui vont avec, et ça demande de développer des nouvelles théories s'il faut, ou de comprendre les nouvelles théories. Et je voudrais quand même finir sur, vu que vous venez d'arriver, on va quand même finir sur une note positive vers l'avenir. L'idée c'est vraiment de poursuivre cet effort de tester le modèle standard, de tester le comportement des particules, et cela demande un effort combiné à la fois de la théorie et de l'expérience. Et donc là-dessus, je vous souhaite bon amusement à la DRF. Alors je crois malheureusement que vous allez devoir y aller. Oui. Aïe. À propos de la masse en gigaélectronvolts. Pourquoi vous appelez ça une masse? Parce qu'au final, c'est plus une quantité d'énergie. Ah, ça c'est Monsieur Einstein. E égale mc carré, la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, c'est une énergie. Et la plupart des physiciens, je veux dire, quand on est habitué à travailler à l'échelle humaine, il y a une différence forte. La vitesse de la lumière, c'est un grand nombre. Donc ce que font les physiciens des particules, vu que tout se passe à la vitesse de la lumière, ils vont dire la vitesse de la lumière, c'est 1 en unité appropriée, et donc au lieu de mesurer les masses en kilos, qui seraient vachement petites, on mesure les masses en unités d'énergie. C'est valable pour d'autres unités quantiques. H bar, qui est la constante fondamentale de la mécanique quantique, est prise égale à 1 également. Donc on peut mesurer les temps en fonction d'énergie, on peut tout ramener à des énergies. J'avais juste une autre petite question, c'était à propos de, je crois que le terme c'était luminosité dans les collisionneurs, parce que je cherchais à... La luminosité, c'est le nombre de collisions par seconde. Donc à l'heure actuelle, c'est 40 millions de collisions par seconde. Ça va monter. Et à nouveau, le but, c'est de... alors, un des trucs dont j'ai pas du tout parlé, mais ça m'a occupé pendant une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, c'est qu'à partir du moment où on en fait trop, il y en a plusieurs qui se passent en même temps. Donc, au lieu d'en voir une, à l'heure actuelle, on en voit 60 en même temps. Donc, il faut parvenir à séparer les 60. C'est pas une mince affaire. Bon, sur les 60, il y en a une qui vous intéresse, les autres ne vous intéressent pas, mais il faut quand même parvenir à la sortir. Et à l'avenir, il y en aura 200 qui se passeront en même temps. Ce sera la réalité expérimentale. C'est pas plus facile de faire moins de collisions pour plus facilement identifier ce qu'on veut? Non. Non, parce qu'il faut juste il faut en produire suffisamment. Alors ce qui se passe, c'est que si on est... Le problème d'en avoir plusieurs en même temps, c'est pas... La plupart des autres collisions se passent à beaucoup plus basse énergie. Et donc les collisions se passant en plus basse énergie, elles laissent un signal, elles viennent pas créer, à part dans certains cas, elles viennent pas créer un deuxième signal, elles viennent juste commencer à polluer un petit peu, elles laissent des traces. Imaginez que c'est un peu comme prendre une photo dans le noir. Il y a toujours un peu de bruit électronique, ça fait un peu le même effet, c'est qu'il y a un peu de bruit qui se passe partout, et le bruit qui se passe partout fait qu'on voit les objets de manière moins nette. Donc il faut essayer, on les voit toujours, mais on les voit de manière moins nette, et donc il faut essayer de faire des corrections. Il y a des algorithmes de correction de netteté d'image, essentiellement. Là, l'analogie tient suffisamment bien, pour autant qu'on ne regarde pas ça trop dans les détails. C'était le sujet sur lequel je travaillais il y a quelques années, donc on peut en discuter, mais c'est un peu l'idée. Oui. Les points d'évolution ? Alors, ils vont aller un peu plus haut en énergie, je crois, mais ils vont surtout augmenter le nombre de collisions. Et pour augmenter le nombre de collisions, il faut que la machine soit... En gros, on fait tourner les particules par champ magnétique, donc il faut que toutes les choses soient plus robustes. Il faut améliorer pas mal, essentiellement la robustesse à plusieurs endroits. Donc tous les détecteurs vont être en partie changés pour avoir une couverture plus grande, essentiellement, voir plus de choses. À nouveau, l'analogie avec un appareil photo, c'est avoir un champ de vue, une profondeur, non pas une profondeur de champ, si en partie, mais plus une largeur de champ plus grande, j'ai oublié le terme technique. Mais donc oui, c'est juste faire plus de collisions. En gros. Et faire plus de collisions, ça demande également que si jamais le faisceau, on perd le contrôle du faisceau à un moment, ça ne crée pas une catastrophe qui détruise le LHC.
Comme il s'était passé en 2008, si mes souvenirs sont bons, il y avait eu un accident, le LHC a résolu, ils ont rajouté des un millier de kilomètres de câbles pour corriger leurs problèmes. Toutes ces choses-là vont devoir être revues pour aller à des taux de collision plus hauts. Merci d'être venu.